disbelief at this loss. They came to reflect at a memorial set up outside Makita's Cookies where Dolph was shot and killed Wednesday afternoon. Le 11e jour du procès. Diddy a commencé mardi vers 9 h du matin, heure locale. Le premier à être appelé à la barre était un agent de police de Los Angeles nommé Chris Inaggio. Il a été interrogé sur la soirée où Diddy aurait cambriolé la maison de Kid Cudi. L'officier a dit qu'il avait reçu un appel pour un cambriolage vers 8 h du matin, le 22 décembre 2011. Lui et ses collègues se sont alors rendus sur place, sirène hurlante. À leur arrivée, ils ont vu une voiture noire s'éloigner. Après vérification de la plaque d'immatriculation, il s'est avéré que la voiture était immatriculée au nom de Bad Boy Records. Les agents sont alors entrés dans la propriété de Cudi et ont remarqué que la porte était ouverte. Mais ils n'ont rien trouvé de bizarre. Environ 20 minutes plus tard, Kid Cudi est rentré chez lui et a porté plainte pour violation de domicile. Après que l'agent ait tout raconté au procureur, c'était au tour de la défense de Diddy de contre-interroger le témoin. L'avocat de Diddy a directement demandé si des armes avaient été signalées lors de l'incident ou s'il y avait des indices d'un enlèvement. Le fonctionnaire a répondu par la négative et a déclaré qu'aucun vol n'avait été signalé. Cette déclaration a été un moment très important pour la défense de Diddy. En effet, le prétendu enlèvement sous la menace d'une arme est l'un des principaux chefs d'accusation dont le procureur a besoin pour pouvoir accuser Diddy de direction d'une organisation criminelle. L'interrogatoire était terminé et le témoin suivant a été appelé à la barre. Il s'agissait de Lance Jiménez, un enquêteur chargé de déterminer les causes de l'incendie qui avait été appelé en janvier 2012 sur les lieux de l'incendie de la voiture de Kid Cudi. Il a dit au tribunal que la capote en tissu de la voiture avait été découpée et qu'une bouteille de bière remplie d'essence avait ensuite été jetée à l'intérieur. Les enquêteurs ont aussi trouvé un briquet à côté de la bouteille de bière. En plus, toute la maison de Kid Cudi a été fouillée à la recherche d'empreintes digitales. Ils ont trouvé des traces d'un homme et d'une femme sur la porte d'entrée de Kid Cudi. Ces traces ont été transmises à la police de Los Angeles. Mais, selon Jiménez, ces preuves ont été détruites par la police en août 2012. Après cette déclaration, les avocats de Diddy ont tout de suite fait appel et leur demande a été acceptée. Il y a eu un peu d'agitation dans la salle d'audience et le jury a été invité à sortir un instant. Les avocats de Diddy ont alors expliqué que le fait de mentionner la destruction de preuves pouvait amener le jury à penser que Diddy était impliqué. Selon eux, c'était une grave erreur. Ils ont même demandé l'abandon de toutes les poursuites contre Diddy. Mais le juge a rejeté cette demande. Quand le jury est revenu dans la salle, le juge lui a demandé d'ignorer toute référence aux empreintes digitales. L'enquêteur a ensuite été interrogé par l'avocat de Diddy, qui lui a demandé s'il avait contacté Cassie et Capricorn Clark, l'assistante de Diddy à l'époque, après la découverte de traces d'ADN féminin. Apparemment, c'était pour suggérer au jury que Cassie ou Capricorn Clark pourraient être impliqués dans le crime. L'enquêteur a alors expliqué qu'il avait essayé plusieurs fois de les contacter, mais qu'il n'avait jamais eu de réponse. À la fin, on lui a demandé si un gant trouvé sur le siège arrière de la voiture avait été signalé. Il a aussi répondu que non. Il a ensuite été libéré de son témoignage. Deontay Nash, styliste et ami proche de Cassie, a ensuite été interrogé. Il a tout de suite précisé qu'il n'aurait pas témoigné s'il n'y avait pas été obligé. Il a quand même parlé pendant des heures et a confirmé presque toutes les déclarations faites par Cassie lors de son interrogatoire. D'après lui, Diddy aurait menacé pas seulement Cassie, mais aussi plein d'autres personnes. Et lors d'une dispute, Diddy aurait même dit qu'il allait envoyer des vidéos intimes de Cassie à ses parents. Comme Deontay s'était mis en travers, Diddy l'aurait attrapé et giflé. D'après ce qu'il a dit, ça s'est produit plusieurs fois, mais il n'a jamais rien dit à la police parce qu'il avait peur. Après plus de 2 heures, où il n'a parlé que de Diddy en mal, la procureure lui a demandé à la fin ce qu'il pensait de Diddy aujourd'hui. Et Deontay Nash a répondu « Je ne le déteste pas ». Après une courte pause, pendant laquelle il a été annoncé que l'audience allait se prolonger, Deontay Nash a été interrogé par la défense. On lui a demandé s'il avait lui-même porté plainte contre Diddy parce que celui-ci aurait été violent envers lui. Il a répondu « Non, je veux juste mettre tout ça derrière moi ». Les avocats de Diddy lui ont alors demandé si c'était Diddy qui lui avait permis de lancer sa carrière et si c'était aussi Diddy qui avait payé les sessions régulières en studio pour Cassie par exemple. Il a confirmé les deux. Quand on lui a demandé s'il avait participé à des activités criminelles au nom de Diddy, il a répondu oui, avec hésitation, et a expliqué qu'ils consommaient de la drogue ensemble, mais qu'il n'avait jamais vu le personnel de Diddy lui donner de la drogue. Comme l'audience avait déjà dépassé 1 heure, l'interrogatoire a été reporté au lendemain. Jeudi, l'interrogatoire a continué avec Deontay Nash.
il a dit que c'était lui qui avait mis Cassie en contact avec Michael B. Jordan et que Cassie aurait aussi fréquenté un footballeur en 2017. Il a aussi confirmé un incident qui aurait eu lieu le soir du Nouvel An 2016, où Cassie aurait reçu la visite d'un autre mec alors qu'elle devait partir le lendemain avec Diddy pour le Mexique. Quand la défense a mentionné Kim Porter, l'avocat de Diddy a été rappelé à l'ordre par le juge, car l'interrogatoire durait trop longtemps. L'avocate a donc mis fin au contre-interrogatoire vers 10h30, heure locale. La deuxième victime présumée des agressions de Diddy, qui n'est appelée que Mia au tribunal pour protéger son identité, a ensuite été interrogée. Elle a déclaré avoir été employée par Diddy pendant plusieurs années et a décrit l'environnement de travail comme chaotique et toxique. Elle a déclaré que son humeur déterminait l'ambiance. Il lui jetait des objets, la poussait contre le mur et la jetait même dans la piscine. Il aurait également été violent à plusieurs reprises. Dès son entretien d'embauche, il lui aurait ouvert la porte en sous-vêtements. Elle a également décrit les conditions de travail inhumaines dont nous avons déjà entendu parler par d'autres anciens employés. Dès le premier jour, elle n'avait pas le droit de quitter la maison sans la permission de Diddy et devait parfois bosser 24 heures d'affilée, ce qui l'obligeait à prendre des médicaments pour tenir le coup. Interrogée sur les incidents avec Cassie, auxquels elle avait en partie assisté, elle a confirmé toutes les déclarations que nous avons déjà entendues à plusieurs reprises au cours du procès. Les freak-offs, la consommation de drogue, ainsi que les agressions psychologiques et physiques commises par Diddy. Elle aussi a consommé de temps en temps, mais seulement parce que Diddy l'y aurait poussé. Elle a ensuite été interrogée par le procureur sur les agressions présumées et a déclaré qu'elle ne pouvait pas donner de date précise, car les incidents se produisaient souvent. La première agression présumée a eu lieu dans un hôtel, alors qu'elle travaillait déjà pour Diddy depuis plusieurs mois. Elle était dans la cuisine d'un Penthouse quand Diddy a demandé à toutes les autres personnes présentes de quitter la pièce, de sorte qu'ils se sont retrouvés seuls. Il lui aurait alors dit qu'elle faisait du bon boulot et lui aurait servi plusieurs shots de vodka. Elle en a bu 3 et s'est tout de suite rendu compte qu'elle était bien bourrée. Après ça, il se serait approché d'elle, l'aurait embrassée et aurait glissé sa main sous sa robe, a-t-elle déclaré au tribunal. Quand on lui a demandé si elle était consentante, elle a clairement répondu non. Elle était tellement choquée qu'elle n'a rien dit. La seule chose dont elle se souvient ensuite, c'est qu'elle était assise sur une chaise dans une autre pièce et qu'il faisait déjà jour dehors. Elle a dit qu'elle était encore habillée quand elle s'est réveillée, mais qu'elle ne se souvenait pas comment elle était arrivée là depuis la cuisine. Quelques jours plus tard, il s'est à nouveau approché d'elle. Ces agressions se sont répétées tellement de fois qu'elle ne peut plus les compter. Mais elle se souvient très bien d'un événement précis qui s'est passé en 2009 ou 2010. Ce soir-là, elle dormait dans une chambre d'amis chez Diddy et s'est réveillée en sursaut en sentant Diddy allongé sur elle. Il lui aurait dit de ne pas faire de bruit. Elle était comme paralysée. Quand on lui a demandé si c'était consensuel, elle a répondu en larmes « Non, mais ça s'est passé si vite ». Elle a aussi parlé d'autres agressions où Diddy l'aurait prise, à part pour abuser d'elle, que ce soit dans les toilettes d'un avion ou dans des placards. Au tribunal, elle a dit « J'ai toujours pensé que ce serait la dernière fois ». Elle avait super peur d'être virée et de ne plus jamais pouvoir bosser dans ce milieu si Diddy était énervé. C'est pour ça qu'elle n'a parlé à personne de ce qui s'était passé à l'époque. Elle n'a pas non plus appelé la police, car elle avait souvent vu Diddy bénéficier d'un traitement de faveur de la part de la police de Los Angeles. Une fois, elle a été arrêtée pour excès de vitesse, mais elle a pu repartir sans contravention après avoir prouvé qu'elle bossait pour Diddy. Une autre fois, elle a été arrêtée avec Diddy, mais le policier a reconnu Diddy et ils ont pu repartir sans autre contrôle. C'est pour ça qu'elle n'a parlé de cette affaire que lorsqu'elle a été interrogée par les enquêteurs du gouvernement américain. Elle a dit au tribunal que le temps passé avec Diddy était la chose la plus traumatisante et la pire qui lui soit arrivée. C'est avec cette phrase que le procès s'est terminé jeudi. Vendredi, l'interrogatoire a repris, Mia devant témoigner sur la relation entre Diddy et Cassie. Elle a raconté qu'elle était souvent impliquée dans leurs disputes et qu'elle recevait régulièrement plein d'appels et de messages de Diddy, parfois pendant toute la nuit. C'est pour ça qu'elle souffre aujourd'hui d'anxiété et de troubles du sommeil. La procureure a ensuite montré un SMS que Diddy avait envoyé à Mia en octobre 2015 dans lequel il disait « Tu as 2 minutes pour m'appeler ou je vous détruis tous et je raconte tout ». Quand on lui a demandé ce que Diddy voulait dire par là, Mia a expliqué qu'il menaçait de raconter à Cassie ce qui s'était passé, comme si elle avait voulu ça et qu'il y avait eu une liaison derrière le dos de Cassie. Malgré tout, elle a continué à bosser pour Diddy pendant 2 ans parce qu'elle ne trouvait pas d'autre boulot. D'après elle, Diddy avait ruiné sa réputation dans le milieu. Elle a fini par quitter Diddy en 2017 après un conflit juridique.
Didi a dû fermer une entreprise pour laquelle Mia bossait et lui verser 400 000 $ de dédommagement. Pour Didi, c'était la preuve qu'elle l'avait poignardé dans le dos. Mia a dit au tribunal qu'elle souffrait depuis d'un syndrome de stress post-traumatique grave et complexe causé par ce qu'elle avait vécu avec Didi. Elle a ensuite été interrogée par les avocats de Didi et le jury a vu plein de posts Instagram où on voyait Mia avec Didi en train de rigoler, de faire la fête et d'avoir l'air heureuse. Dans certains posts, elle disait même que Didi l'inspirait. L'avocat lui a alors demandé si c'était l'homme qui l'avait traumatisé et si les photos avaient été prises après les agressions présumées. Elle a répondu oui aux deux questions et a dit qu'Instagram était juste pour montrer à quel point la vie est géniale, même si ce n'est pas vrai. L'avocat a ensuite montré d'autres posts où elle continuait à faire l'éloge de Didi. Certains d'entre eux ont été postés 6 ans après les agressions présumées et l'avocat lui a demandé de lire à haute voix certaines des légendes des photos. On pouvait lire des phrases telles que « Didi, on t'aime ». L'avocat a ensuite présenté un album contenant des photos de leur vie commune que Mia avait offert à Didi pour son 45e anniversaire. Il y avait plein de notes écrites à la main où elle parlait de Didi de manière super positive. Elle a dû lire ses notes à voix haute aussi, et la dernière disait « Je t'aime pour toujours ». L'avocat lui a alors demandé pourquoi elle avait fait un tel cadeau à Didi s'il était la raison pour laquelle sa vie était foutue. Elle a répondu « À ce moment-là, il me faisait me sentir différente ». Quand on lui a demandé pourquoi elle n'avait parlé à personne des agressions présumées pendant toutes ces années, elle a répondu que dans l'entourage de Didi, tout le monde lui était loyal et qu'elle avait peur qu'il la tue. L'avocat lui a alors demandé directement si elle mentait et si tout ce qui s'était passé entre elle et Didi était consensuel. Elle a répondu qu'elle disait toute la vérité. Le jury a ensuite vu des emails que Mia avait envoyés à Didi après son licenciement, dans lesquels elle disait que sa vie était finie et qu'elle voulait en finir. La défense lui a alors demandé pourquoi elle était si désespérée après son licenciement et elle a répondu « Je ne voulais pas quitter l'entreprise où j'avais enfin réalisé mes rêves. » C'est comme ça que s'est terminée la 13e journée de protestation et le contre-interrogatoire devrait reprendre lundi. Je continue bien sûr à suivre l'affaire pour vous et je vous tiendrai au courant. N'oubliez pas de vous abonner. Reste en bonne santé et à bientôt pour la prochaine vidéo.